Dans cet épisode de Mythbusters, Adam et Jamie font de la magie. On le tient. Pour vérifier si cette expérience est réalisable. Prêt à ruiner le repas de Noël? J'en rêve. Un homme à moto peut-il faire disparaître une nappe? Dans le même temps, Grant, Carrie et Tori Ils vont me griller le cerveau. font chauffer leurs neurones pour ce mythe. Did you know most people use 10% of their brains? Mais ce pourcentage est-il juste? Il s'éclaire comme un sapin de Noël. Génial! Toute l'équipe se creuse la tête pour le découvrir. C'est de la vraie science. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Là, je suis prêt. et Jamie Heineman. Feu! À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Carrie Byron. C'est quoi ce truc? Tori Bellecci On a survécu. et Grant Imahara. Démarre! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Regarde. Désolé de casser ton plan, mais j'ai déjà vu ça. C'est de la magie. Peut-être, mais une vidéo qui fait le tour du monde sur Internet reprend ce tour et pourrait nous intéresser. C'est-à-dire, Dans cette vidéo, une nappe posée sur une longue table, dressée pour un repas de fête, est retirée sans rien faire tomber, uniquement à l'aide d'une moto super puissante. tu m'intéresses. Je le savais. Dans cette vidéo, après un coup de poignet, c'est un coup d'accélérateur qui fait le travail. Et abracadabra, la nappe disparaît sans rien renverser sur la table. Mais cet exploit est-il réalisable ou simplement le fruit d'un effet spécial? Comment on procède? Comme c'est un tour largement éprouvé, on devrait prendre le temps de décrypter son fonctionnement exact. On commence petit à l'atelier. Exactement. Nous allons reproduire ce tour et comprendre comment on peut tirer une nappe sans tout faire tomber. On veut comprendre ce qui se passe exactement. La table est dressée, Adam va pouvoir nous faire une démonstration. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Bonjour la confiance. Le tour de la nappe dans 3, 2, 1... Pas mal pour un premier essai. Ouais, pas mal. Mais bon, c'est raté. Pas mal, mais il doit vraiment y avoir une astuce. La prochaine fois, Adam va devoir faire mieux. La table a bougé dans tous les sens. Je vais la caler avec un sac de sable. Ensuite, ce plateau est en contreplaqué. C'est rêche. Il me faut quelque chose de lisse, comme ceci. On est prêt. Adam pose une bouteille sur cette table lisse, couverte d'une nappe neuve. Mais il manque encore quelque chose. Je veux savoir si elle bouge. J'ai une idée. Pour vérifier si la bouteille se déplace, il indique son emplacement. Prêt? Prêt. On y va. 3, 2, 1... Pareil. Je m'y prends mal. Adam enchaîne les échecs quand soudain, il pige le truc. Alors, pourquoi ça marche? La première loi de Newton sur l'inertie dit que les objets immobiles restent immobiles. Mais lorsqu'on tire la nappe, le frottement agit sur l'objet. Toutefois, si l'inertie est plus importante que le frottement, la nappe peut être enlevée, mais ce n'est pas la seule raison qui explique le tour. J'ai compris quelque chose. La nappe doit toucher le bord de la table sans le recouvrir. Si la nappe dépasse, elle perturbe l'opération et entraîne la bouteille avec elle. Mais lorsqu'elle est au bord, la bouteille ne tombe pas. Je vais jouer avec les tissus.
Oui, la vitesse du geste et la position de la nappe sont des paramètres essentiels. Mais qu'en est-il du tissu? 1,5 cm. Grâce à la caméra ultra rapide et à la flèche, 1,10 cm. Adam peut voir comment les tissus agissent sur la bouteille. C'est nul, ça. Enfin, ce n'est pas ça. Il est très joli, mais pour ce tour, c'est nul. On est à 0,6 cm. C'est le meilleur. Je pensais qu'un tissu en satin lourd aurait mieux glissé. Mais les plus légers donnent de meilleurs résultats. De plus, c'est encore plus efficace avec le côté brillant vers la table. Étonnant, non? Il se trouve que le satin léger fait bien l'affaire. C'est le tissu qu'il faudra utiliser pour le test à grande échelle. Mais il reste encore un paramètre à calculer. Je me demande si le poids a une incidence. Donc, je vais alléger cette bouteille. En théorie, plus la masse est importante, plus l'inertie est grande. Vous en faites pas, c'est de la piquette. Réduire le poids de la bouteille pourrait lui jouer des tours. Bouteille vide est mon tissu préféré. 3, 2, 1... Mais ça fonctionne parce que le frottement avec le tissu est lui aussi diminué. Et si on ajoute quelques éléments sur la nappe, 3, 2, 1... Ouais, Ça marche. mais oui, Alors qu'as-tu appris? je sais faire le tour. On le tient. On connaît maintenant les paramètres importants. Premièrement, le tissu doit être satiné, léger et surtout pas extensible. Deuxièmement, la position de la nappe est fondamentale. Elle ne doit pas dépasser du bord de la table. Troisièmement, les objets n'ont pas besoin d'être très lourds. Même avec les plus légers, ça marche. J'ai l'impression que ça pourrait fonctionner. les Mythbusters s'attaquent maintenant à un casse-tête. Préparez-vous à faire marcher vos cerveaux. Comme toujours. Bien, parce qu'on va en avoir besoin. Nous allons tester un mythe tellement répandu qu'on a tous fini par y croire. Les humains n'utiliseraient que 10% de leur cerveau. Ça fait partie des choses qu'on entend partout. Oui, mais ce n'est pas vrai pour autant. Cette rumeur est tellement répandue qu'on la retrouve même dans les Simpsons. Joke if you will, but did you know most people use 10% of their brains? I am now one of them. Mais utilise-t-on réellement une aussi petite portion de notre cerveau? Il faut mettre au point un test très complet qui nous permettra d'activer toutes les zones de notre cerveau. On pourrait utiliser un appareil capable de mesurer l'activité cérébrale et inventer un test qui stimulerait le cerveau. Pourquoi pas? Mais on manque d'informations. Vous n'avez qu'à créer un quiz qui stimule le cerveau. Moi, je vais essayer d'en apprendre un peu plus sur cet organe et son fonctionnement. Super! Avant de commencer ce test, il leur faut un expert en la matière. Et Grant a trouvé l'homme de la situation, le Dr Manley. Pour découvrir quel pourcentage de notre cerveau on utilise, quel genre de test préconisez-vous? Plusieurs tests permettent de repérer l'activité cérébrale ou la connectivité fonctionnelle. Une des premières méthodes utilisées s'appelle l'EEG, ou l'électroencéphalogramme. Il permet de mesurer l'activité électrique du cerveau à la surface. Lorsque l'on fait un EEG, on voit bien que toutes les régions cérébrales sont actives. Je sais que le cerveau gère de nombreuses fonctions dans tout le corps. Mais quelles sont les différentes régions et quel rôle jouent-elles? Le cerveau est certainement l'organe le plus complexe du corps humain. Vous voyez qu'il se compose de plusieurs parties. Le lobe frontal est impliqué dans l'exécution de tâches telles que la planification ou le jugement. Le lobe temporal est principalement responsable du langage pour la partie gauche et de la mémoire pour la partie centrale. Le lobe pariétal permet d'analyser une grande partie des informations sensitives. Le lobe occipital à l'arrière traite toutes les informations visuelles. Ces informations sont capitales pour le bon déroulement du test. Les différentes régions du cerveau remplissent chacune des tâches très différentes. Les épreuves devront toucher à toutes ces zones pour qu'un EEG puisse retracer l'activité cérébrale de Grant. Riche de ces renseignements, Grant se rend au studio où le remue-ménage peut commencer.
Pour vérifier si nous n'utilisons que 10% de notre cerveau, nous avons mis au point ce jeu hallucinant. Grant sera relié à un EEG sous le contrôle de notre spécialiste, Cynthia Kerson. Est-ce que je pourrais faire de la télépathie? Non. Je vais jouer les présentatrices et lui faire passer ses épreuves. Épreuve, le mot est faible. Ces tests ont été mis au point par le Dr Manley pour stimuler la moindre parcelle de son cerveau. Le premier round de Brain Buster porte sur la mémoire. La région visée est le lobe temporal. Grant, nous allons te montrer 10 images associant une personne à un objet. Ensuite, je te demanderai de retrouver l'objet associé aux personnes que je vais te citer. Tu es prêt? Prêt. Adam Savage et... L'orange. C'est bon, En faisant fonctionner sa mémoire, Pistolet. c'est bon, Lion. encore bon. il sollicite son lobe temporal. L'arbre. 4 points, L'activité cérébrale correspondante est enregistrée. Nuage. 6 points, La roue. 7 points. À l'issue de ce premier test, c'est un sans faute. Le deuxième round porte sur le calcul mental. Le lobe pariétal de Grant est mis à l'épreuve. Prêt? Prêt. C'est parti. Pour compliquer l'exercice, les nombres bougent et une voix annonce des chiffres à voix haute pour perturber Grant. 10. C'est ça, la réponse est 10. Calcul suivant. 2. C'est bon. Puis l'impossible se produit. Grant fait une erreur de calcul. 6. La réponse est 7. Une erreur. Mince. Mais cette erreur ne le déconcentre pas. 5. Bien. Et il réussit tout le reste. 2. 12. 6. C'est ça. Tu obtiens 9 sur 10 et tu passes au round suivant. Le cerveau de Grant est en pleine effervescence, mais utilise-t-il plus de 10% de sa capacité? Les Mythbusters remettent le célèbre tour de la nappe au goût du jour à l'occasion de ce clip promotionnel. On dirait qu'ils ont tourné cette vidéo dans un grand hangar tout en longueur. Genre entrepôt militaire, et ça tombe bien, parce qu'à San Francisco, on en a quelques-uns. Voici le festival Pavilion du Fort Mason, construit par l'armée en 1915. Nous y avons déjà tourné un épisode précédent, et pour ce test de la nappe, je crois que c'est parfait. Ce local correspond parfaitement à celui de la vidéo et notre fêlé du 2 roues aura largement la place pour s'amuser. Adam apporte la touche finale à cette table de 7 mètres. Revêtement plastique, c'est encore ce que j'ai trouvé de mieux. Et il s'attaque ensuite à la nappe. Il faut pouvoir tirer cette nappe de manière équilibrée, donc j'ai mis une baguette au bout, comme dans la vidéo. Mais c'est très important que la couture soit bien parallèle pour répartir le mouvement équitablement. J'espère que c'est bon. La dernière étape consiste à dresser la table en commençant par étendre la nappe en satin. Ça, c'est pour une personne. Il m'en faut encore 23, donc je vais avoir besoin d'aide. Elles sont là pour ça. Le personnel de Adam dresse rapidement la table, reproduisant aussi fidèlement que possible la table de la vidéo. La moto est ensuite reliée à la nappe et les paris sont ouverts. Je suis partagé. J'ai très envie que ça fonctionne, mais ça me ferait vraiment marrer de voir tous exploser sur le sol, et spécialement au ralenti. Je ne sais pas ce que je préfère. La table est prête et Jamie a l'accélérateur qui le démange. Le suspense est à son comble. Mais passons d'abord à la dernière partie de ce jeu qui agite les neurones. Brain Buster. Le cerveau de Grant est en ébullition. 6.
Voyons s'il utilise plus de 10% de son cerveau. Nous revoilà et Brainbuster continue. Pour cette épreuve, nous allons stimuler le lobe frontal. Cette région est sollicitée pour l'organisation, la prise de décision, la prise de risque. Dans ce troisième round, nous allons lui demander de prendre des décisions face au danger. Grant, sous ton nez, nous avons placé un ballon de 30 cm. Tu vas contrôler son volume à l'aide du bouton placé sous ton doigt. Cette épreuve joue sur la prise de risque. Prêt? Prêt. Commence à gonfler. Plus Grant gonfle le ballon, plus il gagne de points. En revanche, si le ballon explose, il perd tout. Voilà, 4,4. 4,4. Et jusqu'au bout. La vache. Ok. 9,3. Il était énorme. Après avoir fait travailler le lobe frontal, voici un dernier round sur l'image. Pour ce dernier round, nous allons stimuler le lobe occipital, situé à l'arrière du cerveau. C'est ce qui permet d'analyser l'information visuelle. Voyons comment Grant va s'en sortir. Ce test peut sembler facile, mais le lobe occipital de Grant fournit de gros efforts pour percevoir les différences. Maison verte. Asperge. La crinière. Tu as 4 points sur 5. Pour ceux qui jouent à la maison, voici son erreur. Les nuages apparaissent dans le ciel. Je vois. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Brainbuster. Nous avons testé les 4 lobes du cerveau. Nous allons maintenant étudier l'EEG, analyser les résultats et calculer exactement sa performance cérébrale. Alors, prêt à ruiner le repas de Noël? J'en rêve. Il adore ça. En route! Tour de la nappe, comme sur la vidéo. Go! Tout n'est pas tombé. Abracadabra, c'est raté. Jamie a mis les gaz, mais cela n'a pas suffi à vaincre le frottement de 24 couverts. Il semblerait que cet incroyable tour de force présenté dans la vidéo ne soit pas aussi facile que ça. Il faut qu'on recommence. On a un peu de ménage avant. Comme on dit, tu casses, tu ramasses. À plus tard. Attente insoutenable, les résultats du cerveau de Grant sont arrivés. On a hâte de savoir comment il s'en est sorti. Je peux vous dire que Grant s'en est très bien sorti. Son cerveau a un comportement normal. Et les zones que l'on voulait voir s'illuminer pendant les épreuves ont presque toutes réagi. Pour chaque épreuve, l'activité cérébrale de Grant, décelée par l'électroencéphalogramme, présente des caractéristiques tout à fait normales. On a une activité sur les lobes temporaux. L'activité se centrait sur le lobe pariétal gauche pendant l'épreuve de calcul. On voit bien qu'il y avait une activité au niveau des structures profondes des lobes occipitaux. Le cerveau de Grant fonctionne, mais dans quelle proportion? Quelle conclusion peut-on en tirer? À partir de ces tests, pouvez-vous me dire quel pourcentage de mon cerveau j'utilise? Avec ces résultats, on voit les zones du cerveau activées pendant une tâche donnée. Mais on ne peut pas réellement déterminer quel pourcentage de votre cerveau vous utilisez. Les résultats de l'EEG nous montrent que grâce aux épreuves, on a réussi à faire fonctionner certaines régions du cerveau exactement comme on s'y attendait. Malheureusement, cela ne nous permet pas de déterminer un pourcentage d'utilisation. L'électroencéphalogramme se concentre sur l'activité en surface du cerveau de Grant. Il ne fournit pas de pourcentage global sur son utilisation. Le résultat n'est donc pas concluant pour les Mythbusters. Il faut faire un test différent. J'ai une idée. On va tenter une magnétoencéphalographie. Ça devrait nous aider. Oula, on n'a pas fini de se creuser la tête. Mais cette fois-ci, c'est au tour de Tori d'être sur la sellette.
toute l'équipe se rend au laboratoire d'imagerie biomédicale de l'Université de San Francisco pour lire dans les pensées de Tori grâce à une MEG. Ça me dit rien. La magnétoencéphalographie est plus complète que l'EEG. Tout courant électrique crée un champ magnétique. Et la MEG, grâce à des capteurs ultrasensibles, permet de mesurer le champ magnétique induit par l'activité électrique du cerveau. Cette machine hypersensible permet de détecter la moindre activité cérébrale. Les experts aux doigts de fée de l'Université de Californie Vous n'allez pas m'effacer la mémoire. Mais non. Prépare Tori pour le test. Aidez-moi à sortir d'ici. Je vous mets ce micro devant la bouche pour qu'on enregistre ce que vous dites. Vous me laissez là? Salut! Salut! On commence la congélation? Le plus dur va commencer. Tori va subir 4 épreuves pour activer son cerveau et découvrir s'il utilise plus de 10% de sa capacité. Très bien, ne bougez pas. Comme pour l'EEG, nous ciblons d'abord le lobe temporal, la zone associée à la mémoire et à la stimulation auditive. Layton, en quoi consiste l'exercice? J'ai montré à Tori des paires de mots. On va lui dire un mot et il devra nous donner le mot qui lui est associé. Panier, Tori, livre, Adam, café, Grant, Il a dit mon nom! Il nous reconnaît! papier, Jamie. Ici, ce sont tous les différents canaux présents dans sa tête. Ils sont tous en activité. Ça bouge bien. Ça bouge pas mal. Tori remporte le premier test haut la main. Il passe maintenant au test du lobe occipital dans lequel on lui présente des visages familiers. On croirait un film de Kubrick. Voilà ce que tu dois faire. Regarde l'écran, des visages vont apparaître. Ils te seront parfois familiers, comme Carrie ici, auquel cas tu devras presser le bouton placé sous ta main droite. Si tu ne connais pas le visage, que tu ne l'as jamais vu, comme lui, il faudra presser le bouton gauche, c'est tout. Qui c'est ce type? Le test occipital n'était pas très difficile. Il permettait de stimuler la zone de mon cerveau qui reconnaît les choses visuellement. Regarde, il a appuyé sur le bouton. C'est marrant. La troisième épreuve est un exercice de mathématiques simple permettant de stimuler le lobe pariétal. En quoi consiste le test? 2 nombres vont apparaître à l'écran. Ils seront identiques ou différents. S'ils sont identiques, il appuiera sur le bouton gauche. S'ils sont différents, sur le bouton droit. Alors que les numéros apparaissent, Tori fait de son mieux pour appuyer sur le bon bouton. Mais il semblerait qu'il y ait des interférences dans la MEG. Ne grince pas trop des dents. Ok. Vous avez vu ça? Ce sont ces lignes-là. Pour le lobe frontal, l'épreuve consiste en une simple association de texte et de couleurs. Un mot apparaît, le nom d'une couleur jaune ou bleue. La couleur du mot peut correspondre à celui-ci ou pas. Quand on associe les deux, on crée un conflit cognitif qui stimule fortement le lobe frontal. Ça me plaît bien, ça. C'est amusant, mais plus difficile qu'on ne pense. Ces épreuves terminées, le cerveau de Tori est lessivé. Bien joué! Qui êtes-vous? En quelle année on est? Et alors, j'utilise plus de 10% de mon cerveau? On le saura dans quelques jours, le temps d'analyser les données. D'après les premiers résultats, il manque une partie de ton lobe frontal qui te dit de ne pas faire le fou avec ton vélo. On peut m'effacer ce souvenir? On vient de me faire une MEG. C'était génial. J'étais couché sur ce lit avec des fils partout collés sur le visage, la tête dans un gros cylindre. Cette machine est tellement sensible qu'elle détecte quel lobe est activé en fonction de chaque test. J'ai regardé la technicienne travailler et j'ai vu ce graphique qui montre l'activité de chaque électrode. Pendant un moment, les lignes étaient plutôt droites. Et puis, un stimulus est arrivé et là, c'est génial. C'est fou. On se croirait dans un film de science-fiction, mais c'est la réalité. C'est de la vraie science. Et cette science nous décrypte exactement ce qui se passe dans le cerveau de Tori. On ne dispose pas encore de tous les résultats, mais il semblerait qu'on utilise bien plus de 10% de notre cerveau. Je touche du bois.
Dans cette vidéo promotionnelle, la moto démarre et emporte la nappe avec elle. Mais après une tragique première expérience, il semblerait que ce soit mission impossible. C'était bien le scénario catastrophe auquel je m'attendais. Je doute que cela puisse réellement fonctionner. Mais si on veut avoir une toute petite chance que cela fonctionne, il faut déjà régler deux choses. Pour commencer, il y a énormément de poids sur cette nappe. Et si le tour a fonctionné avec la nappe la plus légère, c'est parce qu'elle a glissé. Plus il y a de poids, moins ça glisse. Ensuite, il faut que le mouvement soit rapide dès le début. Il faut plus de puissance. Ce n'est pas de la faute de Jamie. Il faut une corde plus longue pour qu'il ait le temps de prendre de la vitesse pour... hop, tirer la nappe. On va tenter le coup. Oui, c'est l'idée. Adam retire d'abord un maximum de poids et comme dans tous les bons régimes, on commence par arrêter la boisson. Sans regret. La table est maintenant plus légère. Il faut ensuite prévoir plus de longueur. Et voilà, 60 mètres. Cela devrait nous permettre de tirer la nappe assez rapidement pour que le rapport entre frottement et inertie tourne en notre faveur. Ici, on a 60 mètres de corde en nylon lové, de manière à ce qu'il n'y ait pas de nœud. Je vais crier... Le tour de la nappe avec 60 mètres de corde. Go! Jamie va partir en moto, entraînant les 60 mètres de corde derrière lui jusqu'à ce qu'il tire sur la nappe à la vitesse de 80 ou 95 km/h pour avoir la force nécessaire. Et à mon avis, ça ne changera rien. Découvrons ce qui restera intact dans ce duel de tir à la corde. La vaisselle ou Jamie Heineman? Jamie prend de la vitesse, la corde se déroule et... J'en reviens pas! On a presque réussi! La magie ne prend toujours pas. Mais cette fois-ci, la casse est beaucoup plus limitée. On doit encore affiner quelques réglages, mais on n'est pas loin. Il y a une nette différence entre les deux essais. La vaisselle est presque toute sur la table, intacte. On est sur la bonne voie, mais on peut faire mieux. Regarde! C'est un peu en vrac, mais nettement mieux que la première fois. Je pense que 90% de la vaisselle est restée sur la table. C'est un peu renversé, mais c'est sur la table. On touche au but. Tu sais ce que ça veut dire? Quoi? Je dois aller plus vite. Je sais pas si tout est dans la vitesse, mais c'est certainement un atout. À quelle vitesse il faut aller? 160 km/h. Il te faudrait 400 mètres. On va les trouver. C'est parti. Did you know most people use 10% of their brains? D'après les Simpsons, c'est un fait. Mais les Mythbusters mettent ce mythe à l'épreuve. Laser beam. Well, this has been terrific. Let's do it again sometime. Les résultats de la MEG de Tori sont arrivés. Nous sommes venus chercher les résultats de la MEG. On va découvrir si ce mythe est confirmé. C'est un grand moment. Oui, et c'est au neurologue de nous révéler le fameux pourcentage. Alors, vous avez les résultats de la MEG? Qu'est-ce que ça donne? C'est intéressant. Il semble que le mythe soit en partie vrai. L'espace de 100 millisecondes, lorsqu'on réalise une tâche, Panier. Tori. 10% de notre cerveau est actif. Sur un dixième de seconde. Mais quel est le pourcentage de l'activité cérébrale sur l'ensemble de l'étude? Nous constatons que 35% de l'ensemble du cerveau est activé. 35%. Donc c'est bidon. Complètement bidon. La rumeur qui court dit qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau dans son ensemble. Dans ce cas-là, c'est faux. Par contre, sur un dixième de seconde, l'idée est confirmée. C'est incroyable. Même individuellement, les lobes de Tori fonctionnent à plus de 10% de leur capacité, donc le mythe est bidon. Mais les Mythbusters y ont pris goût et ils ne veulent pas en rester là.
Miss Buster. Avec tous ces tests, nous avons démontré que nous utilisons plus de 10% de notre cerveau. Mais nous voulons aller plus loin et découvrir quelles proportions nous utilisons précisément. Nous allons donc passer une IRMF, une imagerie à résonance magnétique fonctionnelle. Ça promet. L'IRMF va entrer au cœur du cerveau de Tori et déterminer de quoi il est réellement capable. Tout le monde a déjà entendu parler de l'IRM. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une IRM fonctionnelle, une IRMF. C'est une technique un peu différente. Lorsque vos neurones s'activent, le flux sanguin augmente. Le sang riche en oxygène a une signature électromagnétique différente de celle du sang pauvre en oxygène. Lorsque vos neurones sont actifs, le sang circule dans cette zone. L'IRMF détecte l'augmentation d'activité dans les différentes régions du cerveau. Pour commencer l'IRMF, Tori va devoir se placer en situation d'activité minimum. Il va se détendre avec les yeux fermés. Tori essaye de rester immobile sans endormir pendant les 8 prochaines minutes. C'est parti. De cette façon, nous voyons quelle portion de notre cerveau nous utilisons lorsque nous ne faisons rien. C'est dingue. Ça lui fait une vraie tête de zombie. Même au repos, le cerveau de Tori semble très actif. Génial. 8 minutes plus tard, il est temps de passer à l'épreuve suivante. On va essayer de faire fonctionner le cervelet et tous les lobes du cerveau de Tori en même temps. Pour cela, il va nous raconter une histoire à voix haute. Une histoire traumatisante, pleine de souvenirs, d'événements marquants. Tout ce qui lui permettra d'activer l'ensemble de son cerveau au même moment. Tori, on va passer à l'histoire. C'est parti. Étonnamment, l'histoire traumatisante de Tori parle d'un accident de vélo. Il s'éclaire comme un sapin de Noël. Qu'est-ce qui se passe? Il nous raconte une histoire qui active son cerveau à plusieurs endroits. Le lobe frontal, dans les 2 hémisphères, est très actif pendant qu'il parle. Là, il fait une pause. L'activité diminue. Et quand il écoute son histoire, l'activité apparaît dans le cortex auditif et le lobe temporal. C'est génial. L'histoire terminée, Tori peut sortir du tube à essai. Grâce au test d'aujourd'hui, on a bien vu qu'au repos, le cerveau est bien plus actif que je ne le pensais. Un vrai rat de laboratoire. Je me doutais bien que quand on raconte une histoire incroyable ou qu'on fait quelque chose de particulier, le cerveau est très actif. Mais quand on est couché sans rien faire, il semblerait qu'on utilise déjà plus de 10% de notre cerveau. Les Mythbusters sont à Alameda pour tenter de faire le tour de la nappe à 160 km/h. Frime un peu. Rappel du tour de la nappe. On a commencé l'expérience à l'atelier et compris qu'il fallait une nappe légère, sans ourlet et la tirer d'un coup sec. Nous avons ensuite reproduit exactement la mise en scène de la vidéo et voici ce qui est arrivé. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait tirer la nappe bien plus vite. Et nous avons ajouté 60 mètres de corde entre la moto et la nappe. À 80 km/h, voici ce qui arrive. On va donc tenter le coup une nouvelle fois. La table est mise et Jamie fait chauffer le moteur. Dans quelques minutes, nous allons tenter le tour de la nappe version record du monde. Mais avant cela, ils doivent déterminer la distance nécessaire à Jamie pour atteindre la vitesse attendue. Wouh! 145 km/h. 155 km/h, messieurs, dames, en 200 mètres. Ce sera la longueur de la corde qui reliera la moto à la nappe. Nous allons la tirer à 160 km/h. Et peut-être assister à un drame. Et pour éviter de massacrer la vaisselle, ils ont également apporté une nouvelle modification.
Nous pensons que ce qui freine principalement la nappe sur la table, c'est le poids qui repose dessus. Nous l'avons donc réduit de plus de la moitié. Nous avons remplacé tous les seaux à champagne en métal par des seaux en inox à fond lisse. Nous avons remplacé les assiettes en céramique par du plastique. Espérons qu'avec moins de poids, nous aurons plus de chances d'y arriver. Souvenez-vous, ce tour est un rapport de force entre l'inertie et le frottement. En réduisant le poids de la vaisselle, on diminue également le frottement. Tout est prêt, c'est le moment de vérité. T'es prêt? Oui. On y va. On y va. Le tour de la nappe version record du monde dans 3, 2, 1, go! C'était bien tenté. Mais on a toujours de la casse. Mais j'avais raison. C'est leur meilleur résultat. La moitié de la table est intacte. Mais le ralenti montre qu'il y a eu un problème. En regardant la scène au ralenti, on voit bien que la nappe s'est déchirée sur l'angle de la table. Comme on tire la nappe légèrement vers le bas, l'arête de la table a fait un accroc dans la nappe qui s'est déchirée de partout. Mais ça s'arrange. Rien de plus simple. Tandis que Jamie arrondit les angles, Adam prépare une nouvelle nappe. Les réparations terminées, la table est dressée, prête pour la deuxième prise. Allez! Tour de la nappe avec 180 mètres de corde à 160 km/h. Monsieur Heinemann, go! Jamie prend de la vitesse. La corde le suit. Et... Nom d'un chien. Je crois que c'est impossible. J'en suis presque sûr. Non, c'est certain, c'est impossible. En effet, une fois encore, la nappe est le point faible et se déchire. Sur la deuxième prise, tout s'est bien passé. Mais la nappe s'est déchirée en plein milieu. Donc on va encore rafistoler 2-3 trucs, en espérant que ça marche. Quelques réglages, une nouvelle nappe et un nouveau dressage plus tard. Tout est prêt pour la troisième tentative. Ça va marcher. Tour de la nappe, 180 mètres de corde, 160 km/h. Jamie, go! Je crois qu'on pourra pas faire mieux. L'assiette s'échappe. C'est truqué! Complètement truqué. Il n'était pas loin, mais même à 160 km/h, cela n'a pas suffi à laisser la table intacte. C'est pas mal. Pas mal du tout. Tout a glissé, surtout la première moitié. Mais on n'a pratiquement rien mis par terre. Tu sais ce que je pense? Quoi? C'est truqué. Ouais, c'est truqué. C'est bidon. Oui, complètement bidon. C'est bidon, mais chez les Mythbusters, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Ce tour n'était pas si mal. En fait, on s'en est bien sorti, mais ce n'est pas ce qu'on a vu sur la vidéo. On va donc devoir truquer le tour, nous aussi. Ils vont me griller le cerveau. Les Mythbusters ont inspecté le cerveau de Tori pour voir ce dont il était capable. Les résultats sont arrivés. Alors, d'après les résultats, sur l'ensemble du cerveau,
Quel pourcentage Tori utilise-t-il lorsqu'il est au repos? Lorsque l'on regarde le cerveau au repos, si l'on considère 3 grands cortex du cerveau, le cortex visuel, auditif et moteur, tous ensemble. Même lorsqu'il ne fait rien du tout, cela correspond à 15% de l'activité cérébrale totale. C'est un peu comme le moteur d'une voiture au ralenti. Dès qu'on appuie sur l'accélérateur, dès qu'on fait quelque chose, c'est là que le cerveau se met en route. Mais au repos, 15% de son cerveau est en activité concentrée dans ces 3 cortex. Les scans du cerveau de Tori montrent que même lorsque son corps est inactif, son cerveau ne l'est pas du tout. Pour le test de l'histoire, je devais activer le plus de lobes possible. Comment je m'en suis sorti? Lorsque tu racontes l'histoire, on voit une activité dans le lobe frontal, temporal, le cortex visuel et le lobe limbique lorsque tu ressens des émotions. Sur l'ensemble, on a calculé que tu utilisais 30% de ta capacité cérébrale. C'est l'activation maximale du cerveau pour chaque test à travers les différents scans. Lorsque tous les lobes sont activés, son cerveau fonctionne à 30% de sa capacité. Pour aller au fond du problème et du cerveau, dans le cervelet, nous avons eu recours à l'IRMF. Et les résultats sont très intéressants. Même sans rien faire, sans stimulus, les yeux fermés et immobiles, Tori a atteint une activité cérébrale supérieure à 10%. Au final, après tous ces examens, EEG, MEG, IRMF, on utilise largement plus de 10% de notre cerveau. Même à plus de 100 km/h, ce tour n'est pas réalisable sans un petit trucage. Retournons là où tout a commencé à Fort Mason pour un trucage en bonne et due forme. Comment truquer ce tour? Vous le savez, Jamie et moi, on s'y connaît en effets spéciaux. Et on sait exactement comment réaliser ce trucage. Ça ressemble à peu près à ceci. Vous ne voyez aucune différence entre cette table et la précédente. Et pourtant, j'ai tout d'abord lubrifié la table avec un produit spécial bateau. On réduit ainsi largement le frottement. Ensuite, j'ai posé sur la nappe une feuille de plastique de 7 mètres de long que j'ai fixée à l'extrémité de la table. Ensuite, nous avons dressé la table. De cette façon, une fine membrane sépare les couverts et la nappe. Donc, lorsqu'on va tirer la nappe, hop, elle devrait glisser facilement sans rien faire tomber. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait dans leur vidéo. Pourvu que ça marche. Mais oui. Et voilà. En route. Le tour de la nappe avec trucage. 3, 2, 1, go! Nous y voilà. La vitesse suffira-t-elle et parviendront-ils enfin à faire disparaître la nappe? Et voilà le travail! Bien joué, on a réussi. C'est nickel. Une fourchette à bouger, c'est tout. Ça m'ira. Moi aussi. Tous les moyens sont bons, donc méfiez-vous des contrefaçons. C'est une mission accomplie. On a reproduit la vidéo, mais qu'en est-il du mythe? C'est impossible à réaliser sans trucage. C'est bidon. Je suis d'accord, c'est bidon, on y va.